c'est quand même sur une tête d'épingle, quoi. Parce Oui, que c'est la clause attributive de compétence par rapport à des questions de droit de la concurrence et encore d'atteinte collective à la concurrence, voilà. pas des pratiques individuelles. Alors que les pratiques individuelles, c'est un peu du pain quotidien. Là, bon, On est dans les droits des pratiques voilà. anticoncurrentielles, pas dans le droit des pratiques Et c'est vrai restrictives. que quand on revient au départ, ce qui compte au fond, c'est l'article 25. Voilà. Et ça, c'est un peu périphérique. Alors, c'est vrai on a d'autres décisions, mais alors il y en a une qu'on a déjà vue, c'est Jaloub, là, je vais peut-être Voilà. le déformer. Voilà, il est là, de Jawad, donc c'est pas la peine de le reprendre. Non. En revanche, quelques autres décisions, la Profit Investment, c'est. Alors Bon, c'est un arrêt qui est intéressant sur un point. Euh, c'est la confirmation, d'une part, que l'article 23 du règlement Bruxelles 1 c'est une émission d'obligation. prévoit avant tout des conditions de forme. Et je crois qu'il faut vraiment insister sur la dimension de forme. Et le deuxième élément, et ça pourra être peut-être une piste d'explication ou une piste de réflexion, le fait qu'on est dans le contexte du commerce international, et notamment qu'on est dans un contexte qui est celui des usages du commerce international. Oui, ça là-dessus, oui. Et cet arrêt amène la Cour de justice à tirer beaucoup de conséquences du fait qu'on est dans un domaine, qui est un domaine ici de droit financier, où il y a des usages, notamment des usages de place, chacun le sait, et que ces usages du commerce international ont pu conduire à un formalisme allégé en matière de clauses attributives de juridiction. Et dès lors qu'on est conforme, bien sûr dès lors qu'il y a cette exigence de consentement réel, de consentement vérifié à la clause, il n'y a pas de raison de s'opposer. Parce que c'est conforme aux usages du commerce international, parce que c'est conforme à la pratique des opérateurs du commerce international. Et là, on a, je crois, d'une certaine manière, la ratio decidendi de la position de la Cour de justice. La Cour de justice dit je fais du contexte international, je fais du contentieux international. Ce qui peut être un argument pour dire les solutions du droit de l'Union ne sont pas nécessairement transposables dans l'ordre interne. Oui, mais justement, c'est là où c'est perturbant, parce que effectivement, il me revient que dans l'article 25 et sans doute dans l'article 23 avant, il y a l'expression commerce international. Ce qui veut dire que moi on m'avait appris à l'école, non je plaisante parce que j'étais trop jeune à l'époque pour ça, mais maintenant on apprend à nos étudiants, le droit de l'Union européenne, ça s'intègre au droit national. Alors c'est quoi? C'est du droit international ou c'est du droit national? Parce que là, si on parle de commerce international, ça veut dire que on est dans la cour des grands, en quelque sorte. Alors, moi, je suis un modeste citoyen de l'Union européenne, on m'applique tout ça, c'est aucun rapport. C'est du droit international ou On est dans une situation où il y a un élément d'extranéité. Oui. On est dans du contentieux mais on est à l'intérieur de l'Union européenne. Mais à l'intérieur de l'Union européenne. Donc on aurait, d'une certaine manière, une sorte de construction à 3 étages, du droit interne, du droit européen, du droit international. Le deuxième et le troisième étage ayant peut-être une sorte de communication privilégiée, et le premier étage étant peut-être un petit peu laissé de côté. Je crois que c'est important à souligner parce que, attention, les solutions qui sont ici dégagées, je fais peut-être un formalisme excessif, mais les arguments formels sont des arguments de droit, on le sait, un formalisme excessif. Ce qui est vrai à l'étage 2 et 3 n'est pas nécessairement vrai à l'étage 1. Oui. Alors, est-ce que l'étage 1 doit bouger en allant dans le sens de l'étage 2? Ça, c'est une question qui nous dépasse. C'est vrai, on va dire que c'est une question d'intégration européenne. Exactement. Et est-ce que c'est péché que de dire que quand même tout ça est d'une inspiration libérale assez forcenée? C'est-à-dire que... Si on considère que le commerce international est une expression du libéralisme, oui, mais ça veut dire que, là attention, il ne faut pas qu'on fasse de politique, ça nous est strictement interdit par les producteurs, mais si on est dans le domaine du droit de l'Union européenne, ça veut dire que le marché unique, comme on disait à une époque, c'est le commerce international. Oui. Bon, fin de la parenthèse. Là, il faut que assez rapidement, on voit les dernières décisions et ensuite on fera une conclusion pratique, justement, en s'adressant à la fois à ceux qui font du judiciaire, à ceux qui font du juridique. Bon, cet arrêt imprononçable, Kraft, ça doit être Kraft, là. Kraft. Voilà. Je crois que ce qui est extrêmement... Enfin, il y a 2 enseignements dans cet arrêt.
Il y a un premier enseignement, alors qui est un enseignement qui pourra paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas tant que ça lorsque on est amené à examiner les clauses attributives et la manière dont elles sont parfois rédigées. Dans cette affaire, il était indiqué, non pas compétence des juridictions de la France ou compétence des juridictions de l'Italie, mais il était expressément indiqué compétence du tribunal de commerce de Paris. Or, l'article 23, lui, parle des juridictions d'un État membre. Et donc, parmi les questions qui ont été posées, là on voit l'imagination des juristes, et en tout cas des plaideurs, la question s'est posée, est-ce que la clause est opposable, alors qu'elle ne désigne pas les juridictions d'un État membre, comme le demande expressis verbis l'article 23, mais elle désigne les juridictions d'une ville. Et la Cour de justice a fait ce constat tout à fait décisif, et je pense que personne ne pourra le contester, que quand on désigne les juridictions commerciales de Paris, on désigne les juridictions commerciales de la capitale d'un État membre, et donc la clause sur ce Paris est à l'intérieur de la France. Tout à fait, ce qui est une grande révélation. Eh bien, on aboutit à ce premier enseignement. Donc, vous pouvez très bien, dans la clause, être plus précis et dire je désigne les juridictions commerciales de Lyon, ce qui laisse entier d'ailleurs la question de la compétence d'attribution, mais ça on en reparlera peut-être au final. Le deuxième enseignement, c'est l'exigence, c'est véritablement l'exigence du consentement et d'un consentement express et explicite. Alors dans l'affaire Eutsik, la clause était stipulée dans les conditions générales de fourniture du donneur. Et argument classique, le contentieux était lié à des factures consécutives à ces conditions générales. Et donc, parmi les arguments classiquement avancés, il y avait de dire, mais attendez, sur les factures, il n'y a rien, il y a quelque chose dans les conditions générales, mais il n'y a rien dans les factures. Et est-ce que je suis tout de même tenu d'aller exclusivement plaider devant les juridictions commerciales de Paris? Réponse de la Cour de justice, qui est une réponse assez formaliste, et qui consiste à dire, si les conditions générales, ici de fourniture, mais ça serait vrai pour des conditions générales de vente, si les conditions générales de vente ont été acceptées, si dans les factures, soit ces conditions générales sont reprises au dos, ce qui est assez fréquent, soit il y a un renvoi de cette facture formelle aux conditions générales de fourniture, eh bien la clause est opposable parce qu'il y a, et c'est le mot qui est utilisé par la Cour, il y a une référence explicite à la clause. Alors je crois que ça c'est extrêmement important parce qu'on voit que le consentement à la clause suppose une explicitation de la clause. C'est ça que dit la Cour de justice. Elle ne met pas forcément de conditions de rédaction, de taille de caractère, etc. Questions qui ont beaucoup agité dans l'ordre interne des juridictions en France. C'est est-ce que j'ai explicitement un renvoi à la clause et est-ce que cette clause, je peux rapporter la preuve qu'elle a été valablement, je dirais qu'elle est entrée valablement dans le négocium qui lie les parties. Donc ça c'est l'enseignement de l'arrêt Eutsik. Et donc, avant qu'on synthétise justement tout ça, parce que là j'ai plein de questions que je retiens, parce que je ne voudrais pas qu'on passe 24 heures à enregistrer, ce qui serait un plaisir, mais bon, peut-être pas pour les auditeurs ou pour les spectateurs, je ne sais pas comment il faut dire. Donc, dernière décision à signaler, et on est toujours dans le droit de l'Union européenne, il faudra après atterrir et revenir dans le droit interne, Leventis. Alors, dans l'arrêt Leventis, on est à nouveau dans cette idée que ce qui compte, c'est le consentement. Et je crois que c'est véritablement l'un des enseignements qu'on va pouvoir tirer. Et c'est le consentement, et j'allais dire un consentement concrètement apprécié. Que dit en fait l'arrêt Leventis? Ici, la question était de savoir si on pouvait opposer une clause attributive de juridiction qui avait été conclue par deux personnes morales aux mandataires sociaux de la personne morale. Ce que semblait dire le droit applicable, qui était le droit grec. Ah oui, d'accord. Oui, parce que sinon, en français, c'est incompréhensible. Ça. Voilà. Le droit grec semblait dire, oui. La Cour de justice répond, peu importe le droit grec, peu importe le droit matériel des États. Ce qu'il faut regarder,
à nouveau, c'est s'il y a eu un consentement explicite à la clause. Or, elle le dit ici, bien, la clause, elle est dans un contrat. Ce contrat, il a été conclu entre deux sociétés. Les représentants, ce ne sont pas les sociétés. Donc, les représentants ne sont pas liés par la clause. L'enseignement paraît extrêmement évident, mais ce qui est important, je le répète, c'est un examen concret. Et l'arrêt Leventis, on n'a pas reproduit ici le passage, mais l'arrêt Leventis est très important parce que dans cette affaire, la Cour de justice, qui en a peut-être un peu assez d'avoir répondu à pas moins, je ne vous ai pas mis ici tous les arrêts qui ont été rendus sur ce sujet-là, sur les 2 dernières années. C'est impressionnant. Dans le contentieux, c'est assez impressionnant. La Cour de justice en a probablement un peu assez de faire des leçons sur les clauses attributives. Et dans cet arrêt, elle le dit expressément. C'est le juge national qui doit faire ça. Et dans l'arrêt Leventis, vous avez un des points de l'arrêt qui est un véritable vademecum adressé au juge national en lui disant, en présence d'une clause attributive de juridiction, voilà la démarche que vous devez avoir. Et imaginons le texte complet de l'arrêt sera communiqué d'ailleurs. Oui. Je crois que ce qui est important, c'est que si vous êtes dans un contentieux avec un débat autour de ce que le juge peut faire, pas faire, etc., l'arrêt Leventis, il vous dit, voilà le message que vous délivre à vous, juge français, raisonné par rapport au juge français, voilà ce que vous devez faire en présence d'une clause qui est une clause discutée. Et là-dessus, l'arrêt Leventis est peut-être pas un arrêt, je dirais, qui doctrinalement apporte grand-chose. Oui, ça paraît pas bouleversant. C'est pas bouleversant. En revanche, c'est ce que moi j'appelle parfois les arrêts pédagogiques. Un arrêt pédagogique où la Cour s'adresse au juge national en disant, voilà ce qu'il faut faire. D'accord, vous aurez le texte de l'arrêt. Comme on dit dans ces cas-là, on va dépasser légèrement le temps imparti, mais ça fait rien, on passera une page de publicité après. Non, simplement, effectivement, il faut qu'on conclue d'un point de vue pratique. Il y a une chose quand même que je voudrais rappeler, enfin bon, c'est peut-être évident pour tout le monde, mais on ne sait jamais, c'est que quand même la différence fondamentale entre une clause attributive de compétence en matière interne et en matière internationale, c'est que quand vous déterminez la compétence sur le plan international, vous déterminez le système juridique applicable. C'est-à-dire pas seulement le juge qui est compétent, alors c'est évident en droit national privé pur, ça reste encore vrai en droit de l'Union, puisqu'il n'y a pas un droit de l'Union unique, donc l'enjeu est quand même complètement différent. Alors, notamment procéduralement. Bien sûr. Et alors ce qu'il faut qu'on arrive à démontrer, à dire en quelques mots maintenant, c'est quel conseil est-ce qu'on peut donner. Alors, on va peut-être commencer par les rédacteurs de clauses, en partant de l'idée que quand on rédige une clause, bon, je sais bien qu'il ne faut pas faire des clauses types, on est d'accord, il vaut mieux à chaque fois se pencher sur toutes les clauses, mais souvent, on aime bien quand même avoir une espèce de modèle. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un modèle passe-partout, dont on se dit, de toute manière, il résistera aussi bien au droit français qu'au droit de l'Union européenne, qu'au droit international? Oui. Je crois que c'est important de comprendre que même si a priori ça a l'air très compliqué, on serait dans une situation purement interne, une situation peut s'internationaliser. Prenons une image très simple. Une société voit entrer dans son capital une société d'un droit d'un autre État membre, et bien on se retrouve dans une situation frappée d'un élément d'extranéité et le cadre juridique change. Moi je retiens deux choses. Premier élément, c'est que la clause la plus simple est probablement la clause la plus efficace. En cas de litige, le tribunal de commerce de Lyon sera seul compétent. En cas de litige, il faut tout de même dire lié au présent contrat, mais où les parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir entre elles à la compétence du tribunal. Il ne faut pas énumérer, alors. On va pas énumérer. Moi je pense qu'il vaut mieux avoir cette démarche-là, tout en ayant immédiatement conscience d'une éventuelle limite que cela pourrait produire, mais qui, aujourd'hui, cette limite s'identifie en réalité aux questions de pratique anticoncurrentielle, l'arrêt hibiscus, peut-être aux questions de pratique restrictive de concurrence, et si on veut être très complet, peut-être aux questions de concurrence déloyale. Dit autrement, la clause, sa limite, c'est probablement aujourd'hui ce que je vais appeler de manière générique le contentieux de la concurrence. Donc de deux choses l'une, où on en a conscience, et on se dit, mais les hypothèses qu'on ait un contentieux de ce type-là n'existent pas ou ne se vérifient pas, donc gardons notre rédaction classique, habituelle. Si en revanche,
Parce que tout simplement, on a au sein du contrat des enjeux de clientèle, des enjeux de part de marché. On est dans une situation, une forme de déséquilibre économique assez manifeste entre les opérateurs. Là, il peut y avoir un enjeu à aller au-delà de la formule traditionnelle de la clause et être peut-être plus exhaustif en tant que tel. Donc oui, on aime bien les clauses types, mais je pense que dans un certain nombre de cas, le sur-mesure a son enjeu. Ça, c'est à mon avis sur la rédaction même de la clause. Et par exemple, ce que dit la Cour dans la RCDC, la formule qu'elle utilise me paraît typiquement pouvoir être utilisée dans la rédaction même de la clause elle-même. Ce qui, en revanche, est la vraie question posée au rédacteur, c'est ce consentement. On a vu qu'aujourd'hui, dans l'élément décisif pour la Cour de justice comme pour la Cour de cassation, il faut que la clause soit prévisible. Si j'aboutis à une clause qui ne permet pas de savoir a priori quels sont les juges compétents, il y a une difficulté. Et deux, il faut que la clause soit explicite, qu'elle ait été consentie explicitement par les parties. Et ça, c'est à mon avis la vraie question. Alors, est-ce que ça passe par des mécanismes qu'on a pu connaître par le passé, évoqué par exemple en matière de clause de réserve de propriété? Oui. Est-ce qu'il faudrait un paraphe spécial de ce type de clause ou pas? C'est lourd. Il est clair, à mon avis, que c'est aujourd'hui une question qui doit être posée. Pourquoi? Et là, c'est la dernière observation que je fais, qui s'adresse au rédacteur. Je crois que ce que le juge, aussi bien national qu'européen, est en train de faire, c'est de dire, et c'est pas